Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va très peu parler bouquins aujourd'hui vu que c'est une vidéo un petit peu hors sujet, même totalement hors sujet, mais vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de faire une vidéo pour vous parler de mon voyage au Japon. Et donc j'avais envie d'un peu répondre à cette demande et je vais faire plusieurs vidéos là-dessus. Donc la première, celle-ci, ce sera pour vous expliquer comment préparer son voyage. Donc je précise, je suis pas du tout guide. Je suis pas du tout dans le domaine du voyage, des vacances, donc c'est vraiment juste mon expérience personnelle, ce que j'en ai retiré et les leçons que je vais appliquer pour les prochains voyages. Alors tout d'abord, avant de partir en voyage, je fais toujours la même chose, j'imagine, je pense à ce que j'aimerais voir. Donc là j'avais vraiment 4 impératifs au Japon. C'était d'aller à Tokyo, à Kyoto, de voir le mont Fuji et d'aller dans un ryokan, donc c'est-à-dire une auberge traditionnelle, de dormir une nuit là-dedans. Donc ça c'était vraiment les choses principales que je voulais faire. Je vous invite vous aussi à imaginer ce que vous voulez à tout prix voir. Ça permettra de mieux gérer votre circuit ou les voyages que vous allez choisir par rapport à ça. Ensuite, faut savoir si vous voulez partir avec une agence ou non. Nous, on a préféré partir avec une agence qui s'appelle Autrement le Japon, qui organise des voyages semi-organisés. Tout simplement parce que j'avais vraiment peur. Parce que je parle un petit peu japonais, mais vraiment pas beaucoup. Et vu que les Japonais sont réputés pour parler très peu anglais, j'avais peur vraiment d'être totalement perdue là-bas. Et en partant toute seule, enfin en partant mon compagnon et moi tout seul, d'être complètement perdue et de ne pas pouvoir profiter de notre voyage par manque de connaissance de la langue, quoi. L'agence c'est pas mal aussi dans le fait où vous avez plus de tranquillité, vous ne devez pas choisir vos excursions. Voilà, si vous prenez un circuit déjà tout fait, vous le suivez et puis voilà. C'est aussi super au niveau, voilà, quand vous arrivez à Tokyo après X heures de vol, voilà, vous êtes complètement déglingué et avoir quelqu'un qui vous attend avec sa petite pancarte pour vous amener en bus jusqu'à votre hôtel ou en train, c'est juste relaxant, quoi. Maintenant, c'est pas du tout le même budget que de partir tout seul, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est quelque chose à peser. Donc pour nous, Autrement le Japon était bien pour un premier voyage dans le sens où c'était semi-organisé, c'est-à-dire que le vol et le logement sont réservés par eux. Donc ils s'occupaient aussi de nos transports, donc c'est-à-dire entre l'aéroport et le logement, puis après le Shinkansen entre Tokyo et Kyoto. C'est un accompagnement aussi dans le fait que quand vous arrivez sur place, ils vous font une petite visite du quartier, donc ils vous disent où sont les stations de métro, quels sont les bons petits restos dans le coin, où se trouve le combini le plus proche. Les combini, c'est les convenience stores, en fait, ce sont des petites épiceries qui sont ouvertes 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, et donc c'est toujours très pratique de savoir où elles se trouvent. Donc voilà, c'est un petit peu les plus, je vais dire, de cette agence-là, et c'est semi-organisé, donc voilà, vos journées, vous les remplissez comme vous voulez, et le prix s'en ressent. Voilà, donc je sais que pour Autrement le Japon en ce moment, je trouve qu'on peut trouver des 2 semaines, par exemple une semaine à Tokyo, une semaine à Kyoto pour 1600, pour 1800 € avec le vol, hein, donc tout compris, enfin avec le vol et le logement, donc ça reste intéressant. Voilà, donc c'est vraiment à vous de voir. Maintenant, moi pour un deuxième voyage, je repartirai plus avec Autrement le Japon, je repartirai plus en agence simplement parce que voilà, j'ai pu me rendre compte que voilà, je pouvais m'en sortir toute seule au Japon, même si le niveau de japonais n'est pas au top. Voilà, ça je peux pas vous le dire à votre place, ce qui vous conviendrait le mieux. Au niveau du vol, si vous partez tout seul, je vous conseille vraiment de prendre un vol direct si vous avez l'occasion, même si ça coûte 100 ou 200 € plus cher. Ou alors de prendre un vol avec escale dans l'espace Schengen. Donc je sais qu'il y a des vols avec escale en Finlande par exemple, ou en Italie. Ça, pourquoi pas, si vous pouvez gagner quelques centaines d'euros. Mais voilà, je vous déconseille de faire comme moi et de prendre un vol avec Air China et de faire une escale en Chine, tout simplement parce que l'escale c'est vraiment catastrophique, que ce soit à l'aller à Shanghai ou le retour
à Beijing, dans le sens où, ben voilà, enfin, je trouve qu'avec l'escale, il y a beaucoup plus de stress parce qu'on se dit, est-ce que mon voyage va bien me suivre, parce qu'il y a plus de chances que le bagage se perde avec l'escale. On stresse de savoir si l'avion va pas arriver en retard, parce qu'on risque de louper le prochain avion. On espère que ça va aller super vite à l'escale, alors que c'est pas du tout le cas. Donc en Chine, en tout cas, il n'y avait pas de zone de transit pour nous les Européens, et donc on était obligés de passer la douane pour sortir. Forcément, la douane, elle nous regarde bizarrement parce que on n'a pas de visa chinois vu qu'on va pas en Chine, au Japon. Voilà, on doit repasser tous les contrôles de sécurité ensuite. Et ils nous fouillent quand même si on ne sonne pas tous ceux qui ne sont pas les yeux brillés ont eu un peu ce traitement-là. Après, je peux pas généraliser, je peux pas dire que c'est toujours comme ça. Je dis juste que moi, mon expérience personnelle a vraiment été désastreuse avec des escales en Chine, et donc je vous conseille vraiment de prendre un vol direct. Quitte à payer un peu plus cher, au moins vous êtes tranquille, vous partez, que ce soit de Paris ou Bruxelles, parce que oui, si vous savez pas, ils viennent d'ouvrir une ligne directe Bruxelles-Tokyo qui ouvre cet automne, donc là c'est super, et les prix sont totalement géniaux vu que c'est 600 € aller-retour, donc c'est nickel. Voilà, vous prenez votre vol, vous savez que vous arrivez à Tokyo, voilà, s'il y a du retard, c'est pas grave, voilà, vous êtes tranquille, quoi. Moi je vous conseille vraiment ça. Surtout que après, si vous êtes très fatigué du voyage parce que vous avez eu tellement de stress pendant ces 17 heures d'avion, nous on a eu, déjà vous êtes fatigué en arrivant, c'est pas cool quoi, alors que vous êtes là vraiment pour profiter à fond. Au niveau du logement, je vais parler plus de Tokyo, parce que Kyoto, j'avoue que j'ai pas vraiment apprécié le choix qu'avait fait l'agence, dans le sens où c'était en plein centre de Kyoto. Qu'on était, voilà, j'ai pas du tout ressenti le Kyoto ancestral, il y avait trop de monde, c'était trop occidental en fait, dans les boutiques, etc. J'étais vraiment dans la rue commerçante en fait de Kyoto, et voilà, j'ai pas eu ce dépaysement, j'ai pas trop apprécié. Donc voilà, si je retourne à Kyoto, j'imaginerai autre chose, mais je peux pas vous donner des conseils à ce niveau-là. Mais pour Tokyo, donc on conseille justement d'être proche de la Yamanote Line. La Yamanote Line, c'est une ligne en circulaire en fait, qui fait tout Tokyo, qui fait le contour de Tokyo. Et donc c'est génial pour pouvoir relier un point. Enfin voilà, c'est génial que vous soyez à l'est, à l'ouest, vous pouvez vraiment aller de l'autre côté très facilement. On conseille souvent d'être le long de cette voie, ou pas trop loin, c'est-à-dire à 1 ou 2 stations de métro plus loin. Nous on était pas vraiment sur la Yamanote Line, mais dans un quartier que j'ai vraiment adoré, c'est Asakusa, qu'on dit Asakusa je pense en français. Voilà, c'est le quartier traditionnel de Tokyo, qui est à 1 station de métro de Ueno ou de Akihabara, donc qui sont sur la Yamanote. Voilà, c'est le quartier traditionnel. Je trouve que s'il a plus une taille humaine, moi je me suis sentie bien, j'avais vraiment envie de me balader dans le quartier le soir venu. Il y a plein de bons petits restos. Enfin voilà, moi j'adorais Asakusa, et je sais que quand je retournerai à Tokyo, ce sera d'office là-bas. Au niveau du logement, il faut aussi penser à l'hôtel que vous voulez. Donc il y a des 2 étoiles, 3 étoiles, j'imagine qu'il y a des 4 étoiles, etc. Je peux juste faire la comparaison 2 ou 3 étoiles. 2 étoiles, ce sont souvent des chaînes de la Toyokoin. Donc ce sont des chaînes de business hôtels. Ils parlent pas anglais généralement dans ce genre d'hôtel, et le petit déjeuner est japonais, donc c'est-à-dire salé avec du poisson, du riz, etc. Au départ, ça nous tentait un peu bof, donc nous on a préféré aller en 3 étoiles où, dans les seuls qu'on a fait en tout cas, ils parlaient anglais, et ça c'est vraiment pratique quand on se demande où trouver tel ou tel truc. Pouvoir discuter avec eux, c'est quand même pas mal. Et il y a le petit déjeuner, il y avait le petit déjeuner occidental quoi, également. Mais c'est vrai qu'après quelques jours seulement, rien que de sentir la bonne odeur de poisson, de riz, etc., on est passé au petit déjeuner japonais, et on a mis du temps après à revenir à l'occidental une fois revenu du Japon quoi. Si vous faites un circuit, ce qui peut être quand même vraiment pas mal, parce que Tokyo j'adore, je pourrais passer longtemps, mais c'est vrai que voir autre chose, ou voir d'autres paysages que Tokyo est quand même pas mal. Le circuit s'impose, et là je vous invite à penser au service Takyubin.
Ça nous a un peu peur aussi, on nous l'avait recommandé, mais bon, en fait c'est un service où vous pouvez envoyer vos bagages, je pense dans n'importe quelle ville du Japon, mais pas sûr, mais vraiment tellement quand même. Et il arrive 24 heures plus tard. Et donc c'est génial si, comme nous par exemple, vous faites une semaine à Tokyo, vous passez ensuite une nuit en ryokan, puis vous allez à Kyoto. Donc vous n'avez pas vos bagages avec vous dans le Shinkansen pour aller au ryokan ou pour aller à Kyoto. Et donc là on l'a envoyé, ça nous a coûté je pense environ 15 € par personne, mais on avait des bagages immenses. Nous on avait vraiment le plus grand bagage possible pour les avions envoyés. D'ailleurs, en passant à l'avion, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire, mais regardez s'ils acceptent 2 valises par personne ou non. Même si au départ vous vous dites, mais jamais je remplirai 2 valises. Faites attention, parce qu'avec le Japon, nous on a été sur place, on a acheté une 2e valise. Heureusement, on avait des vols qui nous autorisaient à avoir 2 valises par personne, mais on a vraiment dû acheter parce que ben voilà, ça va très vite avec les figurines, tous les petits objets qu'on veut ramener du Japon, ça va très vite quoi. Voilà, je vais terminer cette vidéo en vous parlant de 2 livres que je vous recommande, des essentiels. Alors le guide de voyage, je pense que d'office quand vous faites un grand voyage comme ça, vous pensez au guide de voyage. Moi je jure que par un, toujours le même, quelle que soit la destination, donc c'est peut-être pas le meilleur pour le Japon, mais j'avais cru comprendre que ça l'était quand même. Il s'agit du Lonely Planet pour le Japon. Forcément, si vous allez que dans 2 villes, Tokyo ou quoi, vous pouvez juste prendre... il existe aussi des mini-guides juste pour cette région-là. Donc vous voyez, j'ai des tas de marque-pages dessinés juste pour... Donc là, c'est juste les endroits où j'ai été, donc c'est-à-dire Tokyo, Kyoto, les alentours, le mont Fuji. Mais voilà, j'avais noté plein de trucs quoi à faire. Il est vraiment super bien, il vous explique pour chaque région ce qu'il y a à voir. Enfin voilà, moi j'adore le Lonely Planet, je trouve qu'il est hyper complet, qu'il y a tout ce qu'il faut dedans. Il m'a jamais déçu pour l'instant, c'est mon 2e ou 3e Lonely Planet et je pense que j'ai continué à choisir cette édition-là parce que j'adore. Un petit guide aussi très pratique, c'est un guide de conversation japonais. Moi c'est le Larousse parce qu'il est vraiment pas cher, il était à 5 €, quelque chose comme ça, 5,90 €, voilà. Il y a tout ce qu'il faut. Donc plein de phrases dans des tas de situations. À la fin, il y a quand même un petit dico aussi, voilà. Il m'a bien servi quand même, parce qu'on a souvent des trous quand même si on a un petit peu appris le japonais, surtout là-bas, bah, voilà, on stresse un peu. Et voilà, j'ai quand même souvent feuilleté, souvent utilisé pour répondre à des personnes, pour leur dire par exemple que leur plat était super bon, ou quoi, voilà, c'est quand même hyper sympa. Dernier petit conseil que j'appliquerai peut-être pour un prochain voyage, c'est de ramener des souvenirs. C'est vrai qu'on pense toujours en termes, voilà, je vais partir quelque part et je vais ramener des souvenirs de là-bas chez moi. Mais ramener des souvenirs de chez nous là-bas, c'est aussi super sympa en fait. Voilà, j'ai vu des gens, des Australiens appliquer ça, ils offraient une petite babiole australienne au serveur qui l'avait aidé ou à l'hôtel, etc. Et je trouvais ça hyper gentil comme affection et ça coûte pas grand chose. Enfin, voilà, je vais ramener un peu de chocolat belge, ramener un peu, je sais pas en France, ce qui peut leur plaire, mais il y a plein, des petites choses comme ça qui peuvent être vraiment chouettes. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais ensuite faire une 2e vidéo pour vous expliquer vraiment le parcours que j'ai fait. Ce que j'en ai retiré et puis peut-être une autre vidéo avec tous les petits souvenirs que j'ai rapportés de là-bas. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Salut!